Très bien. Quel film, quelle femme, elle lutte contre toutes les discriminations et je dis qu'elle est dissidente. Et moi, ça me pose une question parce qu'elle a des opinions dissidentes qu'elle donne à la Cour suprême, mais je ne la vois pas comme une dissidente au sens français que nous l'entendons. Elle n'est pas dissidente du tout. Ce qu'elle se souvient, c'est les graves erreurs qu'avait commis la Cour suprême en 1857 lorsqu'elle a refusé de oser déclarer que le fait que les Blancs et les Noirs n'étaient pas traités de la même manière était une violation de la Constitution. Et c'était ça, dans cette décision, où le tribunal, dans le 19e siècle, manquait d'audace. Ils se sont rendus compte petit à petit qu'il faut qu'ils remplissent pleinement le pouvoir. Et c'est comme ça qu'au XXe siècle, on arrive à voir la Cour qui vraiment décide et pousse le droit civique comme on voit. Ce n'est pas que le droit des femmes, c'est le droit de tout le monde qui est trop faible pour avoir du pouvoir politique. Aux États-Unis, c'est reconnu que les juges vraiment ont utilisé la force pour aller plus loin. Ils sont là sans être, comme j'ai dit élu, ils sont juste nommés par le président avec le Sénat, et c'est pour la vie. Ça ne choque pas du tout. Pour tout dire, c'est la seule chose qui me donne confiance. Surtout dans le monde actuel qu'on vit avec le président Trump, le peu d'espoir que j'ai, c'est parce que je sais qu'il y a cette Cour suprême qui va faire son devoir. Donc comment ça se passe? Lorsque quelqu'un a déjà fini de faire entendre le procès en première instance à la Cour d'appel, il peut demander par un dossier très important qui explique à la Cour suprême pourquoi il devrait écouter le cas. Pas s'il doit gagner ou perdre, mais quelle est l'importance constitutionnellement pour les pays d'être entendus. Ce qui est très intéressant, et c'est pour moi la partie la plus passionnante peut-être, est que chaque juge a le droit de s'exprimer. Lorsqu'on étudie vraiment le droit constitutionnel américain, c'est quasiment l'analyse de chaque juge. On peut lire toutes les décisions qui ont été écrites par un seul juge et on comprend exactement quelle est sa philosophie du droit, une philosophie de originalisme. On va le lire comme on croit qu'ils l'ont écrit, tandis que les progressistes vont le lire avec un œil moderne. C'est précisément pourquoi le problème des Blacks, par exemple, est un problème, parce que tout le monde qui lit la Constitution sait qu'en 1787, les Noirs étaient des esclaves, c'était des objets, c'était pas des hommes. Donc si on lit la Constitution avec la casquette de la Scalia, on ne peut pas être pour égalité entre toutes races. Et c'est ça qui est vraiment à l'origine des différences philosophiques par les juges. C'est pas s'ils sont pour Trump ou pour Obama, c'est la manière qu'ils conçoivent le droit constitutionnel. Que, si je vous comprends bien, c'est la Cour suprême devient, comment dire, un élément essentiel de la vie démocratique des États-Unis. Alors qu'en Europe, le moteur, en fait, c'est plutôt un débat politique. La Cour, le judiciaire, donc, est toute une autre chose, dans le sens qu'elle doit représenter ce qu'on appellerait aux États-Unis parfois the silent minority. Le sentiment parfois est qu'aux États-Unis, on peut arriver mieux lorsque le sujet est vraiment quelque chose de l'intégrité de l'homme et de la femme. Quand c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de droit civique, de droit fondamental, qu'on va arriver plus rapidement ou plus justement par la justice, parce que eux ont un élan plus long. C'est pas le sénateur élu pour 2 ans, et l'autre élu pour 6 ans, et l'autre élu pour 4 ans. C'est pour la vie. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on discutait avec Patrick, c'est que
ces juges, c'est vrai avec le temps, avec la sagesse de l'âge, on va dire, souvent deviennent de plus en plus progressifs. Quelles seraient les menaces, ou qu'est-ce qu'on sent comme menace dans la présidence de Trump, ou dans sa posture, ou dans ses intentions par rapport à la Constitution? Même si on a l'impression que Trump est très fort, il arrive malgré sa manière, etc., ce n'est pas le cas. Presque toujours, quelque chose qu'il fait est contesté devant les tribunaux, il perd. Donc, il est freiné. Il est freiné parce que les tribunaux arrêtent toutes les actions qu'il entame qui sont en violation de la Constitution. Et je pense que, même si ça ne l'arrête pas complètement, il sait, bon, il ne sait pas, il est conseillé que, s'il écoute, tu vas avoir un problème avec les tribunaux. J'ai envie de croire que ça le freine un peu de ne pas être 5 fois pire de ce qu'il est maintenant. Sur le système de droit américain, qui est différent du nôtre, et qui insiste beaucoup, je crois, ou qui marche beaucoup autour d'arrangements qu'il peut y avoir entre les parties. C'est peut-être qu'il y a une priorité en quelque sorte à l'engagement des parties entre eux, au contrat, par rapport au droit lui-même. Alors ma question là-dessus, c'est est-ce qu'aux États-Unis c'est un état de droit ou c'est un état de deal? Aux États-Unis, il y a le pénal et le civil, et ils ne se mélangent pas. Donc, sur la partie pénale, lorsqu'on va demander aux jurés, par exemple O.J. Simpson, est-ce que vous croyez, monsieur et madame le juré, qu'il a tué sa femme? La réponse devrait correspondre à un niveau de certitude qu'on appelle beyond a reasonable doubt, qui veut dire que vous devrez être sûr au-delà du doute raisonnable qu'il a fait, qui est très haut. Ça passe 1% sûr, mais on va dire 80-85% sûr. Et ils vont décider oui ou non. Après, il a le civil. Mais là, puisque ce n'est pas au pénal, puisque la punition n'est pas la perte de liberté, c'est juste payer de l'argent, le niveau de certitude nécessaire pour avoir une jurée qui est d'accord avec une condamnation est moins fort. Elle est more likely than not. Ça veut dire que je suis plus oui que non. Okay? Donc on va dire c'est dans les 55%, 60% de certitude. Les États-Unis, c'est un état de droit ou un état de deal? Je Oui. dirais qu'il y a les deux. Oui, mais c'est vrai que le deal est c'est efficace. Voilà, c'est efficace. Ça veut dire si Michael Flynn, Michael Cohen, Bob Manafort n'auraient pas coopéré avec Mueller, je pense qu'on sera en 2022, Trump aurait élu sans savoir exactement tout ce qu'il avait fait en 2016. Donc c'est une manière de proposer à quelqu'un, tu nous aides, tu coopères avec nous, tu nous dis tout ce que tu sais et on vous promet que si vous êtes un bon garçon et vous faites tout bien, le moment de la punition, on va être clément avec vous. Mais vous avez vu que la clémence est relative parce que Michael Cohen, que je pense a beaucoup dit, a quand même eu ses 3 ans de prison. Voilà, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi elle n'a pas démissionné? Parce que si elle démissionnait, elle obligeait Obama à nommer un nouveau juge, nécessairement plus jeune, parce que déjà quand elle avait 60 ans et plus, elle était considérée comme un peu hors de la limite d'âge. Mais personne ne savait que Trump allait être élu. Et donc, si le nouveau président était Hillary Clinton, il n'y avait pas de problème. Si elle décède, et ce sera Hillary Clinton qui va nommer son remplaçant. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire, on a tous la trouille qu'elle va mourir. Et on a vu qu'il y a
début de la fin. Mais non, elle n'a même pas raté un jour de travail. Et c'est pour ça que c'est très important qu'elle aille à la chimie. Parce qu'on a besoin d'elle.